Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est essentiellement un article qui a été publié l'an dernier sur la médicalisation du vieillissement, des politiques du vieillissement, avec une analyse comparée de l'administration publique et des expertises en politique publique au Canada, aux États-Unis et en Suède. Et essentiellement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est surtout comparer le Canada et la Suède, étant donné que les États-Unis ressemblent beaucoup au cas canadien. Donc, c'est un article aussi qui a été co-rédigé et co-recherché avec mon étudiante de doctorat Martina Revelli, qui a d'ailleurs sa soutenance ce vendredi. Donc, je vais passer rapidement. J'avais quelques diapos sur le CREGES, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est si vous avez des questions sur le CREGES, je vais y revenir lors de la période des questions. Euh, et voilà. Donc, le premier élément qu'on va se poser comme question, c'est qu'est-ce que la médicalisation du vieillissement? Hein? Donc, j'ai utilisé une définition d'un article qui date de 1989 d'Esthès et Binet, qui est un concept qui réfère à l'omniprésence de la compréhension du vieillissement comme étant un enjeu ou un problème essentiellement médical. Hein? Donc, par exemple, si on regarde dans une autre publication, on avait fait une analyse du Globe and Mail et de la presse pour voir justement, quand on parle de vieillissement dans un article de journal, à quoi est-ce qu'on fait référence? Mais dans plus du tiers des cas, c'était vraiment en référence à la santé quand on parle vraiment du vieillissement, qui était de loin la catégorie la plus récurrente dans les journaux. Donc, dans bien des cas, on présente le vieillissement comme faisant référence au déclin, à la maladie ou, je mets en parenthèse, la décadence irréversible. C'était une traduction de cet article. Et puis, les personnes âgées sont considérées comme étant malades, dépendantes et vulnérables. D'ailleurs, avec Marina, dans un autre article, on a essayé de voir quel type d'agisme qui était le plus prévalent au Canada. Et puis, on voit vraiment, c'est l'agisme de compassion. Donc, essentiellement, c'est associé vraiment de près au déclin physique, au déclin cognitif auprès des personnes âgées. Donc, c'est vraiment la trame narrative qui domine dans nos médias. Il y a aussi plusieurs similitudes avec la littérature portant sur la médicalisation des enjeux sociaux. Et puis, dans bien des cas, qu'est-ce qui rend ça plus intéressant pour un politologue comme moi, c'est le fait que de plus en plus, on a comme incitatif politique d'utiliser finalement la médicalisation d'enjeux sociaux pour rehausser la priorité, la popularité des politiques sociales. Donc, c'est très difficile politiquement de défendre maintenant des enjeux redistributifs sans finalement les lier à une problématique que c'est un objet de santé publique. Ça, là-dessus, je pourrais revenir dans la période des questions. Il y a un effet un peu pervers là-dessus parce que les enjeux de santé publique sont rarement priorisés par les professionnels de la santé. Ils sont mentionnés, mais normalement, si on leur demande de choisir qu'est-ce qui doit être fait, c'est rarement ce type d'initiative qu'on met de l'avant. Et de plus, plusieurs études récentes démontrent que la médicalisation du vieillissement est toujours omniprésente et s'adapte aux nouvelles réalités comme les changements technologiques. Donc, ici, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'impact justement de la médicalisation du vieillissement sur les politiques publiques. Donc, dans bien des cas, ça a une forte incidence sur les priorités. Un des exemples qu'on cite, que j'aime beaucoup justement dans la littérature, c'était une étude néo-zélandaise où ce que finalement, il y a eu plusieurs plaintes à l'égard de l'instrument pour évaluer les besoins des personnes âgées qui avait été utilisé, donc le bureau du vérificateur général a mené une enquête et des études, puis finalement, on a fait un essai expérimental où ce qu'on allait utiliser l'outil d'évaluation des besoins qui s'appelle le NTRI pour les soins à domicile, qui est initialement conçu comme un outil d'évaluation des besoins dans un contexte hospitalier qui a été transformé par la suite. C'est vraiment l'outil dominant dans le monde actuellement. Donc, est un outil qui est très standardisé vis-à-vis les instruments qu'on avait d'évaluation des besoins qui étaient qui avaient été définis et conçus et adaptés dans chaque région de la Nouvelle-Zélande. Donc, on a révélé que finalement, si on la mettait en place, il
il n'y avait pas vraiment d'impact majeur en ce qui a trait le bien-être des personnes et leur état de santé. Par contre, en adaptant l'outil standardisé, si on avait vraiment un transfert de la façon dont on définit les besoins et donc dans laquelle on allait justement acheminer ou prioriser nos ressources. Donc, en utilisant cette étude, cet outil, on allait vraiment vers un déploiement qui favorise les soins curatifs et des réadaptations. Et en contrepartie, par exemple, on allait enlever du soutien aux personnes proches aidantes et on allait enlever du soutien social. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas neutre en termes de conséquences quand on parle de médicalisation du vieillissement. Il y a aussi ce qu'on voit très fréquemment, justement, si on fait des priorisations des actes médicaux au détriment des actions sociales. Donc, par exemple, si on voit un peu partout au Québec, là, dès qu'il y a une consultation sur les politiques publiques en vieillissement, on a beaucoup de gens des régions qui vont toujours nous parler du transport. Et la raison pour laquelle eux, ils amènent ça vraiment en avant-plan, c'est que dans bien des cas, on privilégie toujours le transport médical et non le transport pour des déplacements plus pour des rencontres sociales, par exemple. Donc, un autre élément qui est important de souligner là-dessus, c'est le fait que la médicalisation du vieillissement peut aussi marginaliser des politiques sociales, hein. Donc, dans bien des cas, quand on parle de besoins sociaux, on se retrouve de plus en plus avec des financements qui sont plus précaires et des délégations de responsabilités de politique publique à des tiers, ce qui entraîne une gouvernance qui peut être très complexe et difficile. Donc, dans bien des cas, on se retrouve avec, par exemple, des OBNL qui se retrouvent à offrir du soutien et du service qui, au préalable, étaient dans le public, parce que dans le public, on va se concentrer justement sur les soins curatifs et non sur vraiment des éléments d'appui de soutien social. Et puis, ça va très, très loin. Donc, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'avais été invité à assister à une pièce de théâtre sur l'Alzheimer. Et puis, je me suis retrouvé sur un atelier avec un des directeur d'un musée à Montréal. Et puis, lui, il déplorait justement le fait que pour avoir une activité qui incite les personnes âgées à venir au musée, hein, comme citoyen, il doit toujours avoir un objectif de santé. Donc, si on veut avoir ce type de financement, il faut dire, ben, ça prévient l'Alzheimer, ça a des effets bénéfiques sur l'état de santé des gens. Donc, on ne peut pas justement dire, on veut inciter les personnes âgées à sortir de chez elles et puis de venir au musée. Ça, comme argumentaire, ça ne fonctionne pas pour avoir du financement. Donc, dans cette étude ici, on a décidé de penser, mais c'est quoi les conséquences de la construction de l'expertise du vieillissement quand on la médicalise? Donc, on a décidé de finalement cibler trois types d'expertise. Donc, premièrement, on a ciblé la création de l'expertise. Donc, ici, ce qu'on a utilisé comme raccourci, c'est ben, analyser le financement des fonds publics dans le domaine de la recherche. Donc, on a effectué une analyse des fonds, des agences comme la Fondation de recherche, le FRQ, là, des fonds de recherche du Québec ou le CRHS, Conseil de la recherche scientifique, sciences humaines au Canada, a fait la même chose avec la santé. Et puis, on a regardé finalement les sommaires des projets de recherche et a regardé c'est qui était le chercheur ou la chercheure principale. Deuxième élément, c'est on a étudié aussi l'expertise qui est déployée au sein des organismes publics, y compris la fonction publique. Donc, on a regardé de très, très près la configuration administrative en lien avec les personnes âgées. Donc, concrètement, c'est qui a la responsabilité des personnes âgées, c'est quel bureau qui s'en occupe et ils sont situés au sein de quel ministère ou de quelles agences. Et le troisième élément, on a regardé aussi quand on a des commissions d'enquête, donc ça peut être des commissions parlementaires ou les commissions d'enquête comme on a par exemple la commission Charbonneau en construction, si vous en souvenez, ou ça pouvait être une commission du Sénat. Donc, on voulait regarder quelles expertises étaient représentées dans ces commissions d'enquête et finalement, c'est quoi la configuration qu'on a de l'expertise. Donc,
Dans le papier, on y va très rapidement avant de se lancer dans l'analyse, étant donné qu'on a une audience, c'était dans une revue internationale. On fait un petit rappel sur les infrastructures de santé de soins de longue durée. Donc, ici, je peux y aller très rapidement pour le cas canadien, peut-être un peu plus de temps sur le cas suédois. Mais qu'est-ce qui est important de rappeler, hein, c'est qu'on oublie souvent, c'est qu'au Canada, notre système institutionnel de santé est vraiment inspiré du British National Health Services, qui met vraiment beaucoup plus l'accent sur les services médicaux et les soins et soutiens à l'hôpital. Et puis, quand on étudie les soins de longue durée, ce sont vraiment des services complémentaires. Donc, concrètement, il n'y a aucune norme fédérale qui est imposée aux provinces qui peuvent développer ou réformer les soins et soutiens de longue durée comme bon leur semble, tant pour ce qui est l'offre de l'organisation des services que des modalités de financement. Donc, on se retrouve vraiment au Canada là, avec 13 différents régimes de soins de soutien de longue durée, ce qu'on oublie beaucoup. Et puis finalement, il y a de fortes différences entre les provinces. Par exemple, le Québec, dans bien des cas, on est toujours en vaste majorité, nos CHSLD et nos services de soins et soutien à domicile sont dans le public, tandis qu'en Ontario et en Colombie-Britannique, c'est fortement ancré dans le privé. Il y a eu un fort mouvement de privatisation dans les années 90 là, dans ces deux provinces. Mais qu'est-ce qui est aussi bon de rappeler, c'est qu'on a la majorité de nos budgets, la vaste majorité des budgets soins et soutien de longue durée va dans les CHSLD et les soins et soutien à domicile est beaucoup plus faible. D'ailleurs, ici, si on mettait à jour un peu ces chiffres, là, on parle plus en moyenne de 20 du financement de soins de longue durée qui est vraiment à domicile, alors on parle de 80 pour les CHSLD. Euh, Donc, en grand contraste, la Suède fonctionne de façon très, très, très différente. Hein, donc, un soin de santé universel un peu comme nous, mais un plafond financier un peu comme un ticket modérateur, qu'on appelle ça au Québec, avec finalement un plafond de 1100 couronnes suédoises. C'est environ 7 couronnes suédoises pour $1 canadien, si vous voulez faire des calculs rapides dans votre tête. Mais qu'est-ce qui est vraiment la grande différence, c'est que tout ce qui est de soins, soutien de longue durée, la responsabilité principale est au niveau municipal. Hein. Donc, dans bien des cas, tout ce qui est soins, soutien de longue durée et que ce soit aussi même les garderies, c'est des responsabilités municipales qui fait en sorte que c'est toujours un enjeu qui est chaudement disputé dans les élections municipales parce que c'est environ 40 du budget des municipalités. Donc, ça l'engendre, ça a des conséquences quand même assez importantes. Là. Si on compare en pourcentage le poids de ce qui est offert en soins et soutien à domicile, c'est près de 6 fois supérieur à celui qui était au Canada. Ça, c'était des chiffres d'il y a 10 ans. Puis, on a vraiment une approche de service, que ce qu'on appelle, qui est inégale, mais équitable. Donc, dans bien des cas, c'est chaque municipalité est responsable finalement d'appliquer une loi nationale, mais qui donne beaucoup d'espace à la discrétion de la façon dont c'est fait. Donc, dans certaines régions de la Suède, il y a une forte privatisation, dans d'autres, ça demeure dans le public. Puis aussi, c'est soutenu par un système de transfert de paiement, ce qu'on appellerait, nous ici, là, une péréquation. Donc, les municipalités les plus pauvres et les plus éloignées vont recevoir plus de financement de la part du gouvernement central que les municipalités qui sont, par exemple, mieux nanties ou qui ont finalement une meilleure concentration de la population. Donc, dans cet article, on a finalement deux arguments principaux. Le premier argument est que vraiment la médicalisation du vieillissement, on s'attend à ce que ça soit omniprésent, comme ce fut le cas dans une étude aux États-Unis au début des années 90. Et puis aussi qu'on a comme hypothèse que vraiment on allait avoir une plus forte médicalisation du vieillissement au Canada et aux États-Unis versus la Suède principalement sur la base du fait qu'il y a un meilleur ancrage de services sociaux en Suède vis-à-vis les deux autres cas. Donc, le premier élément qu'on étudie, c'est le financement de la recherche. Et puis, à première vue, on a été très, très surpris de constater que ça se ressemble beaucoup. Hein?
Donc, on parle vraiment d'une dominisation de la recherche en santé sur le vieillissement, un taux qui est beaucoup plus élevé que les autres secteurs. Donc, on parle de moins de 2% de recherche en sciences sociales aux États-Unis et en Suède en termes de financement, et c'est moins de 5% au Canada. Donc, si on regarde au Canada et aux États-Unis, d'ailleurs, ce qui est toujours, qui révèle quand même beaucoup, est le fait que l'Institut du vieillissement hein, est intégré au Conseil de recherche en santé. Donc, moi, comme directeur scientifique du CREGES, quand on a une rencontre annuelle, c'est vraiment intégré et organisé par des gens qui sont dans l'Institut du vieillissement, qui, lui, est intégré au Conseil de recherche en santé. Donc, les plus grandes préoccupations qui ressortent de ces rencontres-là sont vraiment plus des préoccupations qui relèvent du domaine de la santé et il y a très peu de place justement pour le social. Ensuite, il n'y a pas de structure similaire, mais le financement des infrastructures est aligné aussi sur les priorités en matière de santé. Ça, dans ce cas-ci, cette comparaison-là, si on parle vraiment des fonds nationaux de recherche. Par contre, la grande différence avec la Suède, c'est qu'est-ce qui la démarque, c'est qu'il y a un autre fonds public et multidisciplinaire qui s'appelle le Forte, qui est un acronyme, dans le fond, pour Agence de recherche pour la santé, la vie au travail et le bien-être. Puis si vous regardez ici notre tableau des dépenses, je vais vous prêter attention plus au vert, le deuxième. Je pense que si je le déplace, mon curseur, vous le voyez. Euh, c'est Forte où, qui est vraiment, contrairement aux autres fonds, environ le tiers des fonds de recherche hein, sont vraiment dédiés à la recherche en sciences humaines et en sciences sociales qui fait en sorte qu'il y a quand même un fonds très important qui démarque beaucoup des autres, ou ce que dans bien des cas, si vous regardez, le pourcentage de fonds qui va vraiment à la science humaine, sciences sociales, est quand même assez minime, si on peut l'interpréter ici, ainsi. Deuxième élément qu'on étudiait aussi, c'est justement l'administration du vieillissement. Hein? Donc, au Canada, c'est une lutte constante pour séparer le vieillissement des ministères de la Santé. Donc, dans une autre étude et un autre ouvrage, j'ai étudié un peu qu'est-ce qui s'est passé avec le secrétariat des aînés. Donc, dans bien des cas, comme par exemple au Manitoba, à l'origine, hein, le secrétariat des aînés, c'était un bureau indépendant qui se rattachait, dans bien des cas, au bureau du premier ministre et qui finalement en soi devait s'attarder à des enjeux globaux au sein de l'administration publique touchant et affectant les personnes âgées. Et puis, qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que pour chaque province, hein, il y a un glissement vers la santé qui s'est effectué dans plusieurs cas, plusieurs provinces. Il n'y a plus de secrétariat aux aînés. On se retrouve carrément où ce qu'on a intégré les enjeux des aînés dans des directions usuelles du ministère de la Santé. Et puis d'ailleurs, au Québec, il y a eu ce même type de glissement qu'on peut voir, parce que maintenant, c'est rendu le secrétaire existe toujours, mais il est intégré au sein de la direction, je pense, personnes âgées et proches aidants dans le dernier organigramme. La seule province qui fait un peu exception dans tout ça, c'est le Nouveau-Brunswick, qui a toujours un ministère de développement social. Donc, pour ceux qui ont étudié un peu l'historique des services sociaux à Québec, hein, il y a eu une intégration, je pense, en 1995, des services sociaux à l'intérieur du ministère de la Santé. Donc, le Nouveau-Brunswick, c'est vraiment une des exceptions au Canada parce que les autres 9 provinces ont fait un peu comme nous. Hein, donc, nous, de notre côté aussi, quand on regarde un peu les priorités du secrétariat aux aînés, c'est un accent mis sur le vieillissement en bonne santé, initiative de l'OMS. Alors, je ne vais pas mentionner les États-Unis, mais je peux revenir lorsqu'on a, si on a des questions après pour les questions et réponses. Euh, En Suède, c'est très, très, très différent parce qu'il y a une forte concentration des aspects sociaux du vieillissement au niveau municipal et la santé aussi est au niveau régional. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que au sein des municipalités suédoises, les professionnels qui s'occupent des personnes âgées sont ce qu'on appelle ici, nous autres, des travailleurs sociaux. Donc, donc, c'est comme si vous pensez aussi, institutionnellement parlant,
que le ou la directrice, justement, des services sociaux, c'est un des postes les plus prestigieux au sein de la municipalité. Et dans plusieurs des cas, ça va être justement une travailleuse sociale qui a fait une carrière dans le domaine auprès de cette municipalité et puis qui devient gestionnaire, qui a quand même un fort ancrage aussi dans la pratique. Mais tout ça et le fait que ce soit lié aux municipalités fait en sorte qu'il y a un arrimage local avec les organismes qui est beaucoup plus euh, fort que finalement si on avait un modèle plus national, comme c'est le cas par exemple euh, au Canada, aux États-Unis. Par national, ici, on parle vraiment au niveau provincial, au niveau des États aux États-Unis. Euh, donc, tout ça se fait en sorte que ça change beaucoup l'équation parce que tandis qu'ici, par exemple, si on prend un directeur ou une directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, une directrice SAPA, dans bien des cas, elle va se retrouver dans un organigramme de CIUS. Si vous voyez, c'est quand même pas une position qui est prédominante dans le système, qui fait en sorte que c'est difficile. Elle doit constamment se battre avec, par exemple, des gestionnaires d'hôpitaux, avec des spécialistes en santé pour faire valoir que finalement, on aurait d'accorder plus de budget à mon poste. Et le même type de combat se fait à l'intérieur du ministère de la Santé et des Services sociaux, où ce que normalement, les gens qui défendent ce type d'appui de soutien sont beaucoup plus en position minoritaire. Donc, c'est pas de la politique partisane, mais c'est de la politique, on pourrait dire, bureaucratique, qui fait en sorte que c'est très difficile de faire valoir et puis de rehausser les ressources dans ce contexte. Et tout ça sur la pratique, ça a des conséquences quand même très, très, très importantes. Et moi, quand je suis arrivé au CREGES, une des premières études qu'une de nos chercheurs d'établissement était sur le point de conclure, qui est Mélanie Couture, qui est aujourd'hui titulaire de notre chaire de recherche à l'Université de Sherbrooke, c'était finalement on avait fait, Mélanie et son équipe avaient initié une étude sur finalement, est-ce qu'on devrait faire des visites préventives auprès des personnes âgées de 75 ans. Donc, dans les littératures, il y a un effet très positif pour le faire, puis on parle souvent des cas comme la Suède, les Pays-Bas, au Royaume-Uni. Donc, toute la littérature scientifique, finalement, nous indiquait que ben, c'est bon d'avoir ce type de visite préventive auprès des personnes âgées de 75 ans, ce qui nous permet un peu d'en apprendre un peu plus sur leurs besoins ou comment est-ce qu'on pourrait finalement adopter notre service justement pour agir tôt, finalement, auprès des personnes âgées, plutôt qu'attendre qu'il y ait des gros besoins curatifs majeurs avant de les voir et puis finalement d'intervenir sur le tard, ce qui a des effets plus néfastes sur la santé et le bien-être des personnes, mais aussi au point de vue budgétaire et l'allocation des ressources, c'est reconnu aussi comme étant un type d'approche qui va nous coûter plus cher. Donc, c'est gagnant-gagnant à plusieurs des tableaux. Or, le projet, finalement, l'initiative n'a pas été recommandée pour la bonne raison, simple bonne raison, si j'y vais vraiment, si je caricature, c'est que quand on a une personne, une travailleuse sociale, un travailleur social, pardon, qui se présente à la porte d'une personne âgée, donc au Canada, puis ça, c'est pas juste au Québec, on a tout de suite peur de se faire institutionnaliser, hein. Donc, les personnes âgées tombent tout de suite sur la défensive. Pourquoi vous êtes ici? Donc, pas, étant donné que les liens et les interactions sont assez rares entre une personne qui travaille dans le domaine social et une personne âgée, c'est déjà, on se pose plusieurs questions. Et puis d'ailleurs, les études démontrent qu'au Canada, c'est environ 4 des personnes âgées qui reçoivent du soin soutien à domicile, alors qu'en Suède, c'est 4 fois plus. Donc déjà, si l'interaction est plus fréquente, bien, il y a des fortes chances d'avoir un meilleur lien de confiance. Et en plus, si la personne qui vient vous voir est une personne de la municipalité, ça vous met moins sur la défensive que si c'est quelqu'un d'un CIUS qui vient vous voir. Donc, tout ça fait en sorte que déjà notre relation avec le personnel des soins de soutien à domicile ou du programme SAPA et l'équivalent suédois, ça va être une relation qui va être très, très, très différente dans les deux cas. Je ne sais pas si vous voulez prendre des questions. Je continue, ça va? Oui. Oui, Patrick, Donc, la on peut troisième, continuer. Pardon, j'allais dire, on prendra les questions, commentaires à la fin si ça vous va. oui, parfait. Merveilleux. Ça me va, ça me convient.
parfaitement. Euh, donc, le troisième élément qu'on a étudié, c'était vraiment les commissions d'enquête. Donc, on voulait savoir, justement, comme type d'expertise, quand on a une commission d'enquête sur les personnes âgées, quels sont les experts, finalement, qui viennent à la table? Donc, est-ce que ce sont des gens qui viennent du milieu de la santé? Est-ce que c'est des gens en sciences humaines? Est-ce que ce sont des avocats? Donc, dans bien des cas, c'est ce on a voulu analyser. Donc, on a analysé qui se présente dans ces commissions d'enquête-là et finalement, quels sont le type de recommandations qu'on met de l'avant, hein, ou quels sont les enjeux dominants finalement des commissions d'enquête. Donc, au Canada, on avait décidé de mettre, on a sélectionné deux études notoires. Un, c'était la commission d'enquête spéciale du Sénat canadien en 1999, ce qui correspondait à l'année des personnes âgées par les Nations unies. Là. Donc, il y a eu plusieurs initiatives, là, si on retourne dans le temps, qui ont découlé de cette année-là et de vraiment du fait que le vieillissement est un enjeu fort des Nations unies lors de cette année. Donc, si on regarde, il y avait 130 témoins hein, qui étaient venus lors de cette commission sénatoriale. C'était 27 des gens qui étaient des professionnels de la santé. Il y avait seulement 4 spécialistes en sciences sociales sur 130 témoins. Hein. Donc, il y avait une forte concentration des débats et les enjeux qui étaient mis de l'avant. C'était sur le vieillissement en bonne santé. Donc, il y avait vraiment une comparaison des services qui étaient axés uniquement sur les services médicaux. Donc, on voyait quand même une forte médicalisation de la problématisation du vieillissement ici. Au Nouveau-Brunswick, qui, comme au Québec d'ailleurs, hein, il y a une stratégie provinciale sur le vieillissement, il y en a d'autres provinces aussi. Et puis, au terme de design, de recherche, on a choisi le Nouveau-Brunswick, qui était probablement la province la plus sociale, justement pour démontrer que même dans le cas de la province la plus sociale, il y a quand même une forte médicalisation du vieillissement. Donc, s'il y a une forte médicalisation du vieillissement dans la province qui est la plus sociale, on s'attend à ce que ça soit même, sinon la même chose, sinon pire dans les autres provinces canadiennes. Donc, il y avait un comité de 17 membres. Donc, il y avait seulement une personne sur 17 qui était une personne spécialiste des sciences sociales et 9 personnes qui représentaient le domaine médical. Hein, donc, dans bien des cas, ici, en termes de représentation, c'est très, très faible pour les sciences sociales. Sciences humaines. Et puis finalement, ce qu'on avait comme résultat clé, c'était que l'âgisme et la maltraitance des personnes âgées sont importants, mais c'est surtout formulé comme étant, ce sont des enjeux très importants parce qu'ils entraînent des risques pour la santé des personnes. Donc, ce n'est pas présenté comme étant en cas que ben, c'est aberrant que justement qu'on vive avec l'âgisme et puis ça a des conséquences sur les politiques sociales ou la maltraitance, finalement, des personnes âgées, c'est quelque chose qui est inacceptable en soi, mais c'est vraiment formulé, instrumentalisé comme étant important parce que surtout, il y a des risques pour la santé. Donc, on a des objectifs qui semblent à première vue réalisables, des interventions de politique concrètes, mais ils relèvent surtout du champ du domaine biomédical. Commission d'enquête des États-Unis, je passe parce qu'on est dans le boycott comme tout le monde, mais c'est dans l'article, vous pouvez le lire de plus près. Puis une grande différence aussi, maintenant, si on se compare avec la Suède, on avait comparé deux commissions d'enquête spécifiques sur les personnes âgées. Il y en avait une, et puis c'est peut-être important de soulever que les commissions d'enquête, puis ensuite on parle de commissions d'enquête, c'est pas un peu la même tradition qu'au Canada. Là, nous, commission d'enquête, il y a un peu un aspect une institutionnalisation qui est un peu légale. Hein. Quand on pensait à la commission Charbonneau, c'est comme vous allez devant un juge et puis finalement, on enquête quelque chose qui s'est passé, comme dans ce cas-ci, c'était la corruption. Puis, c'est un retour en arrière sur ce euh, type d'enjeu, finalement, qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs pressions sur le gouvernement pour avoir une commission d'enquête. Par contre, en Suède, le type de commission d'enquête qui est la plus fréquente, ce sont des commissions parlementaires
En Suède, on a un système où, étant donné qu'on a un système à vote proportionnel, il y a plusieurs partis qui sont au gouvernement. Donc, dans bien des cas, les commissions parlementaires sont aussi un mécanisme qui sert à faciliter la création d'un consensus entre les acteurs politiques. Et puis donc, c'est vraiment, dans ce cas-ci, il y a quand même une forte institutionnalisation de ce type de commission parlementaire. Et puis, quand vous voyez des publications SOU, c'est ça, c'est des commissions parlementaires. Donc, chaque année, il y en a probablement une centaine, là, finalement, parce qu'il y a des rapports qui sont publiés, on demande à des experts de s'impliquer. Donc, pour cet article, on a vraiment ciblé deux commissions d'enquête. La première, c'était ce qu'ils appelle Senior 2005, c'était assez concret, hein, 100 mesures pour améliorer les politiques du vieillissement. Donc, il y a même un petit livret sommaire, puis ça a été diffusé de façon très, très large dans la société civile en Suède. Donc, on avait quand même une compréhension conceptuelle assez éclectique et des constructions sociales multiples du vieillissement. Donc, on parlait beaucoup des parcours de vie, on parlait beaucoup, aussi, je l'avais traduit en cycle de vie, là, flexible. Donc, on entrait, il y avait un débat, un engagement avec des enjeux sociaux qu'on retrouve fréquemment dans des revues de gérontologie sociale comme Aging in Society, par exemple. Donc, il y avait 5 groupes de recommandations, donc des cycles de vie flexibles avec période de transition de la vieillesse. On parlait beaucoup d'âgisme. Il y avait aussi d'autres questions qui sont plus associées à la médicalisation du vieillissement comme vieillissement actif, des questions intergénérationnelles et aussi des questions sur le futur des soins de longue durée. Et puis l'âgisme est expulsé beaucoup par l'initiative de l'OMS sur le vieillissement en bonne santé, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait au Québec là-dessus, à ce niveau-là. Puis, qu'est-ce qui est aussi intéressant dans cette commission d'enquête, et puis comme dans l'autre, c'est qu'il y a vraiment une parité entre les chercheurs qui interviennent ou qu'on va même demander de faire de la recherche entre sciences humaines, sciences sociales et sciences médicales ou des chercheurs qui proviennent des facultés de médecine. Donc, le deuxième plan qu'on avait étudié pour cette étude, c'était le plan national pour l'avenir des soins aux personnes âgées. Donc, on met beaucoup l'accent sur les soins à domicile, les établissements de soins de longue durée, ici les CHSLD. Donc, il y avait vraiment un large éventail d'expertise. Puis ici, qu'est-ce qui est vraiment intéressant et qui saute aux yeux, contrairement à nos commissions d'enquête de ce type, c'était qu'il y avait une forte présence de l'expertise sociale. On parle ici de 8 experts sur 13. C'est quand même très différent que ce qu'on a ici chez nous. Si on regarde les commissions d'enquête, par exemple, qui ont été faites au M3S, qui sont souvent menées par des gériatres. Donc, en conclusion, il y a 3 éléments à souligner. Premier élément est que la médicalisation du vieillissement est quand même forte et bien ancrée dans les 3 pays. Hein? Donc, l'analyse du financement de la recherche reflète finalement le développement de la gérontologie comme discipline. Donc, ça, c'est un de mes bouquins préférés par Hackenboom, qui, bon, maintenant, il date 30 ans, ouais, trentaine d'années, qui justement discute, qui est vraiment, c'est un historien qui étudie comment la discipline s'est développée dans le temps. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait qu'au tout début de la discipline, c'était très, très, très multidisciplinaire, où il y avait vraiment un engagement entre les chercheurs. Et là, de plus en plus, avec les années, on s'est retrouvé avec des créneaux très spécialisés, où que dans bien des cas, maintenant, on a peut-être encore des rencontres scientifiques qui sont multidisciplinaires, mais sont vraiment cloîtrées là, dans des sous-disciplines, où ce que finalement, il y a beaucoup moins d'échanges et beaucoup moins de façons de le faire qu'il y en avait dans le tout début de la discipline. Le deuxième élément qui est plus très important, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en Suède pour accéder à du financement public pour la recherche en sciences sociales dans le domaine du vieillissement. Euh,
Et puis aussi, cet ancrage, cette réalité fait en sorte que, il y a beaucoup plus de chercheurs en sciences sociales dans le vieillissement, par exemple en Suède, qu'il y en a au Québec. Je pourrais même dire la même chose en France, où je travaille beaucoup de chercheurs, où la sociologie du vieillissement en France est quand même un champ d'expertise qui est quand même assez fort, du moins relativement au nôtre. Le deuxième élément important à souligner, justement, c'était l'administration du vieillissement, où ce que les municipalités offrent un espace protégé pour les questions sociales du vieillissement. Hein, donc, le, le- le- ce qui est important de souligner ici, c'est que dans bien des cas, c'est pour ça que dans la littérature, quand on fait une comparaison des pays industrialisés, une des conclusions qui ressort fréquemment est que plus on se rapproche, plus on rapproche les budgets et les responsabilités des personnes âgées, on a un meilleur financement, puis on a des services qui sont plus généreux. Donc, mais en grande partie, ça vient du fait que plusieurs des pays scandinaves et d'autres pays en Europe, on a une administration du vieillissement et puis qui est ancrée au niveau municipal. Le niveau municipal joue un rôle primordial, alors que nous, on avait misé sur les CLSC. Donc, c'est un peu ça le rendez-vous, si on peut dire manqué. C'est facile de revenir en arrière et en parler avec le contexte actuel, là. Mais le fait qu'on a donné beaucoup plus à l'origine cette responsabilité au CLSC et puis qu'à travers les réformes administratives, on se retrouve ce que le CLSC a beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de discrétion et des budgets beaucoup plus moins substantiels, surtout si on compare aux municipalités. Et puis, dans bien des cas, maintenant, on essaie de réintroduire finalement les municipalités dans le vieillissement, comme par exemple avec le programme Municipalité Amie des aînés. Mais si on regarde comparativement ce qu'on offre aux municipalités en termes de ressources, justement pour agir sur le terrain du vieillissement vis-à-vis ce qui se fait ailleurs, on est quand même, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et puis, ce n'est pas certain que les municipalités veulent finalement absorber beaucoup plus de ces responsabilités-là, étant donné qu'on a peur que finalement on va se revoir ces responsabilités-là du milieu provincial, mais on ne va pas nécessairement avoir les budgets pour. Donc, conséquemment, le, le vieillissement est fortement ancré dans nos six CIUS et au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le troisième élément important aussi, c'était sur les commissions d'enquête. Un élément important à souligner aussi ici, c'est que ça va au-delà du vieillissement quand on parle de reconnaissance, de recherche des personnes en sciences humaines et sciences sociales en Suède. Donc, dans les commissions parlementaires, ils sont quand même souvent très, très présents. Par exemple, récemment, il y a eu une commission COVID euh, qui incluait des économistes, des gérontologues sociaux, des politologues, puis si on regarde en termes de joueurs et de personnes du point de vue administratif, hein, on se retrouvait avec des gens qui travaillaient pour les communes, des gens qui travaillaient pour les municipalités. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus large comme type d'acteurs que d'autres types de commissions d'enquête similaires qu'on a vues au Canada, où ce sont surtout des épidémiologues et des gens vraiment qui proviennent des facultés de médecine, hein. Donc, on a tendance à pas vraiment élargir ce type euh, ce type d'enquête à des acteurs, finalement, des sciences sociales, sciences humaines. Puis aussi, au Canada, si on regarde justement les commissions d'enquête, relèvent principalement des gens qui sont dans le champ médical, des facultés de médecine. Donc, tout ça pour dire pourquoi est-ce que cela devrait nous intéresser aussi? Ben, c'est le fait que dans bien des cas, surtout en sciences politiques, hein, on a tendance toujours à mettre la lumière sur les dimensions plus partisanes, hein. Donc, Parti québécois versus la CAQ versus les libéraux. Et puis, on parle de politique comme étant un choix politique, un combat politique entre les partis politiques. Puis, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils mettent en œuvre des politiques qui vont être peut-être différentes
des gouvernements précédents, mais on a tendance à sous-estimer finalement d'autres types de politiques qu'on a, par exemple entre les ordres professionnels dans le domaine de la santé et services sociaux. C'est aussi la même chose, si on va même encore plus loin, dans certains cas, pour résoudre des problèmes sociétaux, est-ce qu'on décide de mettre en œuvre une loi ou est-ce qu'on fait une campagne de sensibilisation? Donc, dépendant du choix qu'on fait entre les deux, ça va avoir des conséquences importantes au point de vue politique parce que finalement, on va se retrouver avec différents types d'acteurs qui vont être impliqués finalement dans les enjeux de la politique ou de l'enjeu en question.